Ravi d'être avec vous ce matin pour vous parler d'internationalisation et de la manière dont les prix vont impacter ou dont les marques du reste vont jouer avec les prix pour développer à l'international et optimiser leur développement à l'international. Donc, en tout cas, on a une quinzaine de minutes pour parler de la manière dont les marques justement jouent avec les prix et l'IA pour optimiser leur développement international. Et nous, notre société, en fait, on est une société qui fait de l'IA et qui développe des solutions pour des marques luxe, mode et beauté depuis 2011. Donc, ça fait un certain temps qu'on travaille sur ces sujets. Voilà, bon, il le fait à son rythme. Et notre métier, donc, c'est de collecter de la donnée, structurer et visualiser de la donnée pour un certain nombre de marques avec un board extraordinaire auprès duquel on est extrêmement reconnaissant de nous accompagner. Et on travaille pour un peu plus d'une centaine de groupes et de maisons dans les secteurs luxe, mode et beauté. Alors, on a 5 logiciels qu'on déploie, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler en particulier des résultats de l'un d'entre eux qui s'appelle LY Price. LY Price, c'est un logiciel qui permet aux marques de calibrer et d'optimiser leur prix dans le temps. Et donc, je voulais m'intéresser aux 7-8 dernières années, c'est-à-dire que j'ai voulu incorporer la période pré-Covid, Covid et post-Covid pour voir un petit peu ce qu'on peut voir comme très saillant. Sachant que notre métier, comme vous l'avez compris, c'est de connecter ces données en temps réel et on a créé des algorithmes d'intelligence artificielle depuis maintenant une dizaine d'années où on va voir ces différentes évolutions et essayer de nourrir ces moteurs avec des données externes. Quelles peuvent être ces données externes? Je vous donne un exemple très simple. Lorsque le yen va baisser, l'incentive pour des clients chinois d'aller acheter au Japon va être beaucoup plus fort, puisque la différence de prix entre leur marché d'origine et le Japon va atteindre 20, 25, 30%, et donc ils vont aller assez naturellement au Japon. Si les marques n'ont pas cette information, eux vont juste se réveiller un matin avec plein de consommateurs chinois qui vont venir, des stocks qui vont manquer, surtout que ce n'est pas exactement les mêmes produits que vont vouloir les Chinois ou les Japonais, etc. Et donc, il y a une manière de venir se nourrir de ces données externes, typiquement les évolutions de taux de change, les évolutions de droits de douane, lorsque ils arrivent, les évolutions de prix de l'or, etc. Donc tous ces éléments-là, lorsqu'on les intègre, nous permettent de suivre ces éléments et d'avoir un côté prédictif. Là, je vous ai mis les 15 dernières années, ou même 17 dernières années, depuis 2009. Vous voyez que sur un certain nombre de produits, par exemple le Chanel 11-12, augmente d'à peu près 10% en CAGR, donc 10% en moyenne par an depuis 17 ans. C'est pas mal. L'inflation est à 2,6. Globalement, on est à 5,6 sur le marché. Ces évolutions et ces augmentations de prix, tout le monde en a parlé, on en a tous beaucoup parlé. En fait, elles se sont faites par paliers et par moments. Vous avez un premier moment qu'on voit assez bien entre mai 2019 et 2022, qui est le moment du Covid, où les marques ont beaucoup augmenté les prix. Et puis, parfois, elles se sont arrêtées, comme c'est le cas pour Balenciaga. Vous voyez, depuis 2022, elles se sont arrêtées. Parfois, elles ont fait un palier, comme pour Vuitton, et elles ont redémarré. Pourquoi les marques ont des comportements aussi différents dans le pilotage des prix, surtout qu'on parle de prix qui sont relativement élevés, toutes choses égales par ailleurs. Le Chanel classique, vous voyez, il était à 5 800 $ avant le Covid et il est monté jusqu'à 11 700. Donc il a doublé sur une période de 7 ans. Doubler un prix sur 7 ans, ça veut dire que le prix a autant augmenté depuis sa création que dans les 4 ou 5 dernières années. Ça a beaucoup d'impact pour les consommateurs. Avec un peu de recul, et on le voit assez bien ici, vous avez une première période de 4-5 ans, qui est la période que je vais appeler période Covid, où on a Chanel qui augmente de 11% par an, et ça descend jusqu'à Hermès qui est à 2,2, donc Hermès ne bouge quasiment pas ses prix. Et cette espèce d'inflation, ou gridflation, comme certains l'ont appelé, en fait, c'est beaucoup baissé dans les dernières années, puisque vous voyez, Chanel est passé à 2,8 de 11. Hein. Donc il y a eu une vraie décélération de l'augmentation, mais néanmoins, une continuation de l'augmentation, qui amène des questions, parce que tout le monde se dit que les prix sont élevés, pourquoi les marques continuent à augmenter les prix? Surtout sur la dernière année, regardez, 25-26, on est encore à 8%, 9%, etc. Donc la question à laquelle je voulais, en fait la question que je voulais prendre comme point de départ de cet échange, c'était comment on arrive à comprendre ces évolutions de prix et comment l'intelligence artificielle et la donnée nous aident à mieux les comprendre et les piloter. Alors, le premier élément, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a eu un effet jump très fort au moment du Covid. On le voit ici, regardez, la barre de droite, c'est 19-26. Chanel, 75% d'augmentation. Bon. Ensuite, ça décélère, puisque 23-25 et 25-26, vous voyez, on est pour tout le monde dans des proportions beaucoup plus calmes. Hermès, au global, même avec les augmentations récentes, reste
dans des augmentations qui sont relativement acceptables par le marché. Ces éléments d'augmentation de prix ont amené beaucoup d'interrogations du marché, de se dire d'abord, est-ce que c'est sustainable, est-ce que c'est rationnel, est-ce que c'est la bonne manière de croître? Et par ailleurs, vous vous doutez bien que si les prix ont doublé, mais que le marché n'a pas doublé dans sa globalité, puisque si on prend la taille du marché du luxe aujourd'hui, il ne fait pas 2 fois celui de 2019. Donc on a un problème. Si j'ai doublé mes prix, certes pas de tous les produits, des produits iconiques, mais si les prix ont doublé, mais pas la taille du marché, c'est qu'en réalité, on a perdu des clients. C'est-à-dire qu'on a des clients VVIP qui veulent bien continuer à jouer le jeu et on a perdu des clients affordable. Ça amène un certain nombre de questions et donc tout le monde réfléchit autour de ces questions. Et donc, le point sur lequel je voulais qu'on se concentre, c'est les 12 derniers mois. Pourquoi? Parce que, effectivement, je peux parler du Covid et je peux vous expliquer comment nos modèles d'IA ont essayé de s'ajuster dans des périodes de très forte incertitude. Parce que le problème des modèles et de l'intelligence artificielle, c'est que son nom est assez bien trouvé, c'est une intelligence, mais elle est artificielle. Mais elle fonctionne sur des systèmes neuronaux qui sont comme les nôtres. Quand on lui met beaucoup d'incertitude, elle-même régénère de l'incertitude. Elle ne sait pas faire des calculs puisqu'elle n'a pas la base qui lui permet de fonctionner. Là, on a dépassé, on a certes encore beaucoup d'incertitudes, mais on a une réalité. C'est que si vous prenez les principales marques, et je vous les ai mis devant vous, Balenciaga, Gucci, Saint-Laurent, Vuitton, Dior, je vous ai mis de mai 2025 à mai 2026, donc sur les 12 derniers mois glissants, et je vous ai mis un full catalogue. Vous voyez que globalement, en France, on est relativement stable, sauf Saint-Laurent, qui a 5% d'augmentation, mais on est relativement stable. Par contre, on a encore des augmentations assez fortes. Bon, d'ailleurs, Saint-Laurent peut être un des exemples pris. 6% au Japon, 6% aux Émirats, etc. Et donc, question, pourquoi les prix continuent d'augmenter? On n'arrête pas de dire les prix sont élevés, etc. Enfin, c'est une question ouverte. Pourquoi les prix continuent d'augmenter? Pour une raison assez simple. C'est qu'en réalité, ce que vous voyez là, ce sont les prix tels que nous les définissons, certes en local currency, mais on part de l'euro, puisque pour la plupart de ces sociétés, ce sont des sociétés qui dépendent de groupes européens. Or, quand vous faites votre calcul et que vous vous retrouvez un an plus tard, voilà où vous êtes. C'est-à-dire qu'en dépit de votre augmentation que vous avez fait en euros, vous voyez qu'au Japon, vous avez encore perdu 8% en moyenne. C'est-à-dire que vous avez augmenté, mais pas assez pour compenser l'effet de change. Puisque si votre monnaie a perdu 20%, ou si, on va dire si l'euro s'est apprécié de 20%, le fait est qu'à la fin, quand vous allez ramener vos chiffres et que vous allez publier vos comptes, vous allez quand même accuser une perte de 8%, et là, les investisseurs ne vont pas être contents. Donc, en fait, une partie de ces augmentations de prix n'est pas forcément corrélée à la volonté des marques d'aller maximiser sa marge, puisque vous voyez bien qu'elle a moins de marge à la fin, mais de venir aussi contrebalancer beaucoup d'éléments externes. Je me concentre sur le currency exchange parce qu'on a un temps qui est limité, mais j'aurais pu intégrer là-dedans le prix de l'or, j'en parlerai après pour la joaillerie, j'aurais pu intégrer les taxes de Trump, j'aurais pu intégrer tout élément qui va venir grignoter vos marges. Et à la fin, vous, quand vous présentez, vous pouvez pas dire, ok, voilà, j'ai fait 2% de croissance, j'ai moins 22% sur ma marge, mais attendez, c'est la faute de Trump. Ça c'est difficile d'expliquer ça. Donc, les marques pilotent comme elles le peuvent, et vous voyez bien ici qu'au final, sur les États-Unis, en fait, cette augmentation de 3, 4, 5%, elle est nulle. Elle permet simplement d'offset l'effet de change. Sur les autres pays, on a d'autres sujets. Alors ça, c'est pour la mode. Et effectivement, c'est des choses qu'on suit, nous, au jour le jour, puisqu'on travaille avec la plupart de ces maisons et on essaye de les aider dans le pilotage de ces sujets. Ça amène des questions de merchandising, qui est de se dire, je sais que mes produits iconiques, je vais continuer d'augmenter les prix, puisqu'en fait, ils ont une forte demande et donc je peux me permettre de le faire, mais je vais devoir recalibrer ma collection et créer d'autres produits plus abordables pour venir compenser, recréer de la désirabilité, etc. C'est le sujet dont on travaillera à l'atelier de 14h. Alors, si je regarde, je voulais vous parler de l'international et je voulais vous parler justement de cet effet de change. J'ai regardé les États-Unis par rapport à la France et la Chine par rapport à la France. On voit bien qu'il y a un an, donc en mars-avril 2025, vous voyez en haut à gauche la différence de prix. On est autour de 30% ou 25%. 30-25%, ce sont des taux qui sont des taux de déclenchement. C'est-à-dire qu'autour de après 20-25% d'écart de prix, les gens vont peut-être décider d'aller acheter ailleurs. En particulier quand c'est au Japon et que c'est pas si loin que ça. Donc, en fait, votre achat d'un produit va vous rembourser le billet d'avion. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a eu un atterrissage et on a une remontée progressive qui va réamener dans des situations d'arbitrage. C'est-à-dire que au cours de la dernière année, vous le voyez, on est dans des, 10, 15, 15, 20. Ça, c'est le marché sait l'absorber. Et là, on est en train de remonter vers une zone un petit peu rouge où la question va se reposer. Puisque, à nouveau, quand vous allez remonter à 25-30,
les clients vont se dire, est-ce que j'irai pas plutôt pour le week-end à Tokyo? Est-ce que j'irai pas à Séoul? Ou est-ce que, je leur souhaite et je nous le souhaite, j'irai pas à Paris? Si on est capable de sécuriser un peu leur bus, mais pour acheter des produits et renforcer l'économie française. Donc là, on voit bien que tout se joue par rapport à ces currency exchange. Par ailleurs, vous voyez qu'il y a une certaine forme de parallélisme, pour rester assez poli, dans ces différentes courbes. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de taux d'équilibre dans votre pricing à l'international. Personne ne sait si vous devriez être, personne sait si vous devriez être 15% moins cher, 20% moins cher, 25%. Personne ne le sait. C'est pas une valeur divine. C'est comme si vous allez au solde, si vous voulez. C'est-à-dire que si tout le monde est 15% moins cher et que vous êtes 20% moins cher, vous allez vendre énormément, puisque c'est une meilleure affaire pour les touristes. Si tout le monde est 25% moins cher et que vous êtes 20% moins cher, vous ne vendrez rien. Donc en fait, votre définition de votre prix et de votre spread, il dépend des autres. Il ne dépend pas de vous-même. Et la seule manière de le fixer, c'est de regarder les autres, tout simplement. On peut avoir la meilleure donnée du monde sur vos données internes, ça ne vous répondra à rien du tout. Un secteur qui a plutôt joué le jeu d'exception au début, c'est l'horlogerie-joaillerie, avec Johan Rupert qui a dit « Nous sommes très heureux de ne pas avoir utilisé le prix comme nos concurrents, parce que les clients s'en souviennent et que c'est génial et qu'on est des gens extraordinaires. » Et effectivement, il a dit ça en 2024, et regardez, en 2024, on voit bien que Cartier n'avait augmenté que 3%, et c'était resté relativement calme, raisonnable. Malheureusement, les clients s'en souviennent, mais lui, il a oublié, parce que dans les années qui ont suivi, vous voyez, Van Cleef a augmenté de 12% par an. Donc, manque de peau, il n'a pas appliqué ses propres règles, et lui-même a augmenté assez considérablement, du reste, les prix moyens dans la joaillerie. Donc, on a eu un effet ciseau où les prix ont baissé, l'augmentation de prix relative, dans la mode, et a augmenté assez considérablement dans les watch and jewelry. Il y a plusieurs raisons pour ça. Évidemment, la principale, c'est l'augmentation de l'or. Quand l'or prend 50%, si vous vendez un produit en or, en théorie, il faudrait augmenter 50% son prix. Je vous rassure, les prix des produits de luxe dans la joaillerie ne sont pas uniquement composés d'or et permettent d'avoir une petite marge qui permet d'absorber un peu le coût de production. Mais néanmoins, il y a une composante de prix plus ou moins forte. Nous, dans notre joaillerie occidentale, on a beaucoup de pierres précieuses et beaucoup de diamants. En fait, la joaillerie occidentale, c'est beaucoup construit autour du diamant et de De Beers. La joaillerie en Chine, par exemple, si vous regardez Chow Tai Fook ou Lao Pu Gold, c'est de l'or. On vend de l'or, et quasiment au poids d'ailleurs. Vous allez acheter X or 24 carats au poids. Naturellement, quand le prix augmente de 50%, alors ces concurrents-là peuvent surperformer, pas forcément parce qu'ils sont plus désirables ou plus extraordinaires, mais tout simplement parce que les gens viennent acheter de l'or et qu'ils estiment que l'or est un bon placement, et donc ils vont acheter de l'or parce qu'ils estiment que l'or augmenté. Si l'or avait perdu 60%, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait parlé de la Opus Gold pendant 2 ans. Parce qu'en fait, personne ne serait allé acheter un asset qui va se déprécier, surtout quand il l'achète au poids. Qu'est-ce qu'on voit maintenant sur ces price increases? On voit que sur les 12 derniers mois, c'est l'explosion. Cartier augmente de 13%, Van Cleef plus calme, Chopard 20%. Bon, avec un 24% aux États-Unis. Alors 24% d'augmentation en un an, c'est quand même pas mal. Hein. Ça commence à être remarquable à tous les sens du terme. Mais en réalité, à nouveau, regardez, tout ça, ça part d'une base qui est à 6,4 en France, et quand on va venir le corriger des effets de change et prendre la photo en fin d'année, ben on est à 0. On est à plus 1 au Japon, on est à plus 1 en Corée. Plus 1 au Japon, on part de plus 13 quand même, hein, ou plus 12. C'est-à-dire qu'il a fallu augmenter de 12% les prix pour qu'à la fin, vous soyez flat. Et c'est vrai que ces calculs sont très difficiles à faire, le sont de plus en plus pour les marques, parce que c'est difficile d'aller faire ça tous les jours, d'aller calculer, etc. Et qu'heureusement, maintenant, on a des solutions techniques, d'aller piloter ces prix, non pas tous les 6 mois ou à l'année, mais tous les mois, et avec des solutions de data et d'IA, comme les nôtres ou comme d'autres, qui permettent d'aller le piloter. Le dernier exemple que je voulais vous donner était sur les montres. Vous voyez à peu près la même chose. On est sur des augmentations de 10, 11%, etc. Et à la fin, on se retrouve quand même en Corée avec un moins 3%. Donc la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est beaucoup plus incertain, qui est beaucoup plus instable, et dans lequel le prix est visible de tous par l'e-commerce, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on demandait aux gens d'aller acheter sur les champs, mais on ne savait pas à quel prix on achèterait. Dans ce cadre-là, il me paraît difficile, effectivement, de piloter le prix sans le faire avec un GPS. Je voulais juste vous partager quelques éléments de cette aventure et de cette trajectoire. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier en vous disant du reste qu'il ne faut pas s'inquiéter,
Parce que si vous regardez le Birkin et le classique sur les 30-40 dernières années, normalement, ça va. Merci beaucoup.